Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps. Je crois que je n'ai rien posté ici depuis septembre. Mais jamais trop tard pour revenir. Je reviens donc avec une vidéo très classique, mes meilleures lectures de 2023. J'ai... alors, plus exactement mes meilleurs romans de 2023, puisque j'ai fait le choix de ne parler que des romans. Donc pas de la poésie, pas des livres qui ne sont pas de la fiction, les mémoires, les témoignages, les essais, tout ça, je laisse de côté pour l'instant. Et je vais parler uniquement des romans. J'en ai 10 à vous présenter, et sur les 10, il y a 4 relectures. Ce qui est assez exceptionnel et qui vient du fait que cette année, j'ai eu à plusieurs périodes des difficultés à lire. Voilà, notamment en fin d'année, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu une période difficile et voilà, j'avais du mal à être concentrée sur ma lecture, à y prendre du plaisir. Et ce que je fais souvent dans ces cas-là, c'est que je relis des livres. Soit ça va être des livres que j'aimais quand j'étais adolescente, donc c'est très facile à lire, je connais déjà, c'est des univers qui sont un peu réconfort. Soit je vais relire des livres que j'ai lus adultes. Voilà, parce que c'est plus facile de se concentrer, parce que je connais déjà l'intrigue, et aussi tout simplement je relis des livres que j'ai aimés, donc je sais que je vais aimer les livres, et c'est plus facile. Bref. Et sur ces 10 livres et ces 4 lectures, il y a 2 livres qui en fait faisaient partie de mes meilleures lectures de l'année dernière, et ça m'a donné envie de faire une vidéo sur mes meilleures lectures en 2022. Je commence donc très rapidement avec 2 lectures qui vont donc se retrouver aussi dans mes meilleures lectures 2022 et une dont j'ai déjà parlé précédemment, donc je vais essayer d'aller vite. Le premier, c'est donc Chronique du pays des mers d'Elisabeth von Arburg, qui est une petite brique. C'est un livre de science-fiction qui se passe dans un futur où il y a eu un effondrement écologique évidemment, et aussi pour une raison ou une autre, il y a un déséquilibre des naissances, il y a plus de filles qui naissent que de garçons depuis donc des siècles au moment où le livre commence. Et ça a donc eu des impacts assez profonds sur la société, et notamment au bout d'un certain temps, les femmes ont peu à peu repris le... Enfin, si, ont pris le pouvoir et se retrouvent en position dominante. J'en ai déjà parlé, j'en dis pas plus, juste si ce n'est pour dire que Elisabeth von Arburg écrit très bien, notamment les personnages, ils sont ultra réalistes, ultra crédibles. C'est un livre qui est lent, qui est dans le détail, qui est dans la profondeur, où par le personnage on va explorer le passé, le passé notamment toute une thématique autour du fait qu'il y a un récit dominant et que certaines découvertes historiques, archéologiques, de nouveaux documents remettent en question le récit dominant, et qu'en général ça provoque des problèmes politiques. Voilà, donc il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de choses abordées, mais je vais en rester là. Il est génial, je l'adore. Je l'ai déjà lu 2 fois et je le relirai sans doute encore. On continue avec un livre assez différent. Donc, Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Mère morte, c'est de la fantaisie. Pour le coup, on est vraiment sur de la fantaisie, mais ça se passe aussi dans le futur. Il y a aussi un effondrement écologique. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de mer, il n'y a plus d'océan, il reste qu'un tout petit peu d'eau dans certaines nappes phréatiques. Et c'est là où l'élément de fantaisie vient vraiment, c'est pour ça qu'on ne se retrouve pas dans de l'anticipation. Il y a des grandes marées fantômes, peuplées de fantômes, de tous les animaux marins qui sont morts, qui ont été tués par la surpêche, massacrés, morts à cause de la pollution. Et les seuls qui peuvent lutter contre ces fantômes, ce sont les exorcistes qui ont une sorte de pouvoir. Notre personnage principal est un exorciste, il vit dans un bastion avec plus ou moins 1000 survivants, et un jour il va être enlevé par le capitaine d'un bateau fantôme et son équipage qui prétendent pouvoir sauver ce qui reste de l'humanité. J'en parlerai plus en détail, un peu les thèmes, ce qui m'a plu et aussi ce qui m'a un peu moins plu. Il y avait quelques critiques sur le livre.
Mais vraiment, la raison pour laquelle c'est un livre que j'ai vraiment aimé la première fois que je l'ai lu et que j'ai encore aimé la deuxième fois, c'est pour les univers extrêmement originaux d'Aurélie Weinstein qui me restent longtemps en tête, alors que quand je lis ces livres, je leur trouve des défauts, même si je suis souvent emportée dans la lecture, je trouve des défauts, c'est pas mon type de lecture habituelle, ça va trop vite, c'est pas assez fouillé. Moi j'aime les univers de fantasy qui sont longs, qui sont très fouillés, qui sont très poussés. Mais voilà, elle arrive vraiment à créer des univers qui m'accrochent et c'est pour ça que ce livre s'est retrouvé 2 fois dans mes meilleures lectures. Ok, j'ai fait vite, c'est rare. Je continue, encore un livre dont j'ai déjà parlé. Les chiens à la charrue, le 3e tome du cycle de Sif, qui est donc encore un cycle de fantasy. J'avais lu le premier tome en 2022, j'ai eu 2 suivants en début d'année 2023. J'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est l'histoire d'un jeune homme, quand même donner l'intrigue, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit donc dans un univers de fantasy médiévale avec pas tellement de magie, c'est pas hyper présent. Il fait partie d'un peuple semi-nomade, mais il est orphelin et il habite dans la ville. Et il va se retrouver impliqué dans des complots politiques, des problèmes politiques de la cité. Et il va ensuite beaucoup voyager, toujours à cause de circonstances extérieures. Il est vraiment ballotté par la vie. Et il va se retrouver à voyager donc, dans tout ce monde donc, qui va être très développé, qui est très riche, qui est extrêmement bien écrit. Il y a beaucoup de... Comment dire ? C'est un auteur qui est politiquement engagé, mais ça se sent pas tout de suite. C'est au fur et à mesure qu'on se rend compte avec le fait qu'il décrit vraiment très bien ce que ça a comme impact en fait de grandir riche ou pauvre, de grandir avec du pouvoir ou non, sur la vision du monde, sur les objectifs, sur ce qui semble important ou non, sur les valeurs des personnes. Il aborde très frontalement les horreurs de l'esclavage par exemple, la guerre et aussi comment la guerre n'affecte pas du tout la même façon les nobles qui la mènent et les pauvres, les militaires, les mercenaires, les soldats et même les populations qui la subissent, qui la font, qui la subissent. C'est vraiment très riche, très travaillé, très bien écrit. Le premier tome porte vraiment sur l'enfance du personnage, ce qui n'est pas ce que je préfère en général. L'enfance des personnages, les enfants dans les livres de façon générale, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc c'est la jeunesse, et donc on arrive à l'âge adulte au bout d'un moment. C'est vraiment le 3e tome, celui-là, qui a été mon préféré. Il est adulte. On a vraiment beaucoup appris sur l'univers. Il y a aussi un espèce de mystère qui était déjà plus ou moins là dans le premier tome, qui est donc relié à ce personnage qui se dévoile de plus en plus. Et j'ai trouvé que c'était aussi plus palpitant. Le 2e tome, il y avait un peu des moments où je trouvais que ça traînait un peu, où je m'ennuyais un peu. Le 3e tome, je ne l'ai pas du tout trouvé de temps mort, donc parfait. J'attends la suite avec impatience parce que ce n'est pas fini, ce n'était pas une trilogie. Ok, ça c'est fait, on continue avec encore une série de fantasy. Ça n'arrête pas. Donc je disais, on continue avec encore une série de fantasy que j'ai lue en début d'année aussi, autour de mars-avril, je ne sais plus exactement. J'avais trouvé le premier tome dans une bouquinerie. Et ce qui m'avait attirée dans la 4e de couverture, c'est qu'il y a une histoire de petite fille transformée par magie en garçon. J'avais bien accroché le premier tome et j'ai eu la chance, il y avait donc les intégrales, les éditions intégrales à la bibliothèque. Donc les éditions intégrales c'est comme ça, il y a 2 tomes à chaque fois dedans et il y a 3 tomes au total, donc c'est-à-dire qu'il y en avait 6 dans la série originale. Alors, l'histoire c'est de la fantasy ultra classique. Il y a une prophétie.
qui dit que le royaume de Scala sera en paix et sera prospère tant qu'une reine guerrière sera à sa tête. Le problème, c'est que la dernière reine guerrière a été un tyran qui a fait massacrer beaucoup de monde. Et donc quand elle meurt, les gens ne s'opposent pas, les nobles du royaume ne s'opposent pas à l'accession au trône de son fils, qui n'est donc pas une reine, et qui assez vite va se débarrasser de la plupart des filles et des femmes de la famille royale pour éviter qu'on le remplace, sauf sa petite sœur. Touche pas à la petite sœur. Il y a des invasions, il y a des épidémies, on commence à se dire que la prophétie tient toujours et qu'il faut que ce soit une reine sur le trône. Et c'est là qu'un espèce d'oracle, je disais extrêmement classique, cliché même, un oracle annonce que la princesse, donc la jeune sœur du roi, va donner naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. La fille va rétablir la lignée des reines guerrières, simplement il faut qu'elle survive. Et donc, par magie, elle va être transformée en garçon, mais pour cela il faut sacrifier son frère jumeau. Quelque chose va mal se passer et le fantôme de son frère jumeau va la hanter. Donc moi ce qui m'intéressait vraiment c'était donc cette histoire avec cette petite fille qui est transformée en garçon mais qui va à un moment ou à un autre devoir être retransformée, on va devoir mettre fin à la transformation pour qu'elle soit une femme, pour qu'elle soit une reine. Mais donc cet enfant va grandir sans savoir tout cela. Je me demandais comment l'autrice allait aborder cette thématique, puisque vraiment ça peut être fait de plein de façons, et en l'occurrence je trouvais que c'était très bien fait. Mais ce n'est pas ça qui fait que ce livre, cette grosse trilogie se retrouve dans mes lectures préférées. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais très attachée au personnage assez rapidement. Et à la fin du premier tome, il y avait un personnage qui était devenu mon personnage préféré, et qui meurt, ou il semblerait qu'il meure. Et j'avais fini un samedi soir, dimanche matin, c'est un livre que j'emprunte à la bibliothèque, j'avais pas pris le deuxième tome, parce que je savais pas si j'allais vouloir les enchaîner ou pas. Et j'ai donc dû attendre dans l'angoisse que la bibliothèque rouvre mardi pour pouvoir emprunter le tome suivant, pour savoir si ce personnage était effectivement mort ou pas, parce qu'en fantasy, des fois on nous fait le coup de oui il est mort, mais en fait non il est pas mort, il ressuscite, ou alors on a cru qu'il était mort mais c'était pas le cas. Et vraiment j'étais dans l'angoisse quoi. ça me retournait dans la tête, je me disais non, elle nous fait marcher, c'est pas possible, elle a pas à tuer, et d'autres fois je me disais bah si, tu te donnes de l'espoir mais non il est mort, et je me suis précipitée à la bibliothèque, j'ai emprunté le deuxième tome, et là j'ai pas pu l'ouvrir tout de suite et je me suis dit non, je veux attendre encore un peu parce que tant que je n'ai pas lu, tant que ce n'est pas confirmé qu'il est mort, je peux toujours avoir l'espoir qu'il ne l'est pas. Je ne vous dis pas s'il est mort ou vivant, je ne dis même pas quel personnage c'est au cas où vous voulez lire, je ne voudrais pas vous gâcher la lecture. Mais toujours est-il que voilà, le fait d'être plongé dans cette lecture et d'être aussi émotionnellement attaché à des personnages, à ce point impacté par ce qui leur arrive, et ce truc d'attendre que la bibliothèque rouvre pour prendre la suite, ça m'a vraiment rappelé mon enfance et mon adolescence, où je lisais exclusivement ou presque en bibliothèque, et où voilà, il y avait des séries chouchous avec des personnages préférés, et je devais attendre de pouvoir retourner à la bibliothèque pour avoir la suite, et j'étais complètement voilà, dans cette émotion-là, dans cet état d'esprit-là, et c'était hyper agréable de retrouver ce plaisir de lecture que j'ai un peu perdu avec l'âge adulte, où j'ai un peu plus de recul sur ce que je lis, et où je lis plus les mêmes choses. Donc voilà, vraiment, c'est juste le plaisir total de lecture, le fait d'avoir renoué avec ces émotions de lecture de l'adolescence qui font que ce livre se retrouve dans mes meilleures lectures. Alors que la fantaisie aussi classique que ça, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. C'est sympa, hein, j'aime bien en lire de temps en temps, mais c'est un peu trop vu et revu pour que ça me marque plus que ça en général. Voilà. On va passer à août et à 2 lectures du littératon féminin, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, donc pareil je vais essayer de pas être trop longue comme je peux l'être. Je commence par
Au-delà des illusions de Diong Thu-Vong, une autrice vietnamienne qui est vraiment une autrice assez reconnue et a raison, parce qu'elle écrit très bien et des choses très intéressantes. J'avais déjà lu un livre d'elle, c'était mon deuxième. Et je me rends compte que j'ai sauté un livre, mais c'est pas grave, je le ferai après. On suit l'histoire d'un couple, Lin et Nguyen, qui sont plus ou moins des intellectuels idéalistes qui, étant jeunes, rêvaient de refaire le monde et la société. Et Nguyen s'est mis à travailler comme journaliste. Et il s'est compromis, tout simplement. Il a accepté d'écrire ce qu'on lui demandait d'écrire. Donc on est dans les années 1980, après la guerre, dans le Vietnam communiste. Il accepte d'écrire ce qu'on lui ordonne d'écrire. Sa compagne Ligne s'en rend compte, elle se sent trahie, elle se sent déçue et elle ne peut plus être amoureuse de cet homme qu'elle avait aimé justement pour cette passion et son idéalisme. On a donc du coup cette thématique de la rencontre entre nos valeurs et la réalité qui nous pousse à des compromis et comment chaque personne finalement fait des choix. Et on suit ces deux personnages alternativement et ce qui est vraiment fort c'est que l'autrice ne dit pas quoi penser. Et quand on va suivre Lin, on va finalement être plutôt d'accord avec elle, et puis quand on va avoir le point de vue de son mari, finalement on comprend aussi son point de vue. Et on va aller de plus en plus loin dans la complexité, et jamais l'autrice nous dit quelle conclusion en tirer, elle nous laisse vraiment libre de nos jugements, de nos analyses. Ensuite, il y a d'autres personnages qui s'ajoutent, qui viennent graviter autour de ces deux personnages-là. Chaque fois très intéressant. Souvent c'est quand même des personnages assez médiocres, mais voilà, c'était vraiment passionnant, toutes les thématiques abordées, les valeurs, l'idéal, les compromis qu'on accepte de faire ou pas, l'amour aussi, parce que donc Lin ne peut plus aimer cet homme, mais elle va tomber amoureuse d'autres hommes, à chaque fois en les idéalisant, et parce que ce sont des hommes qui se font passer pour des hommes de valeur et que ce n'est pas forcément le cas en réalité. C'est peut-être la partie de l'intrigue qui m'a le moins plu, parce que moi ce truc où elle tombe amoureuse de ces hommes, on voit ensuite un peu l'envers du décor et que ces hommes ne sont pas ce qu'elle croit. Et elle, c'est qui est un personnage j'ai trouvé un peu de femme-enfant, ce qui est un trope que j'aime pas trop. Voilà, j'ai plus préféré le parcours de Nguyen qui en fait va être poussé de plus en plus loin jusqu'au moment où on lui demande d'écrire un article en faveur d'un homme qui est un criminel qui a commis des crimes assez atroces, et on lui demande de dédouaner cet homme en lui écrivant un article flatteur et élogieux, et il va se retrouver donc face à ce choix de est-ce qu'il se compromet une fois de plus, ou est-ce qu'il décide que cette fois, même si un autre que lui écrira peut-être cet article, cette fois il refuse parce qu'il refuse d'être complice. L'écriture est très subtile, les personnages sont vraiment très crédibles. Voilà, je vais m'arrêter là, mais très très bon livre, je relirai Dong Thu-Vong. Autre autrice étrangère, donc lui encore une fois pour le littératon féminin, Ghazali Rina, donc avec son roman Zuleika ouvre les yeux. Cette fois c'était le premier livre que je lisais de cette autrice. Mais certainement pas le dernier, parce que j'ai été totalement conquise par cette histoire et par l'écriture de l'autrice. Zuleika, c'est une jeune femme tatare qui vit donc en URSS dans les années 30. C'est une jeune femme qui subit sa vie. Elle a été mariée lors d'un mariage arrangé, elle subit son époux, beaucoup plus vieux qu'elle. Elle subit sa belle-mère qui la traite comme une esclave. Elle subit la perte de ses enfants qui meurent toujours bébés. Et c'est dans ce contexte qu'arrivent les troupes de l'armée rouge qui viennent découlaquiser, donc déporter les paysans trop riches selon leurs critères. Elle va faire partie de ces déportés, elle va donc connaître le goulag,
la déportation en train à travers la Sibérie, et elle va rencontrer un autre personnage qui est un soldat, un officier de cette armée qui justement va être chargé de déporter cette population, et qui est donc un homme qui croit en la révolution, qui croit en l'URSS, mais qui, sans être une personne particulièrement empathique, n'est pas non plus un monstre, et va bien se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a certaines choses qui ne vont pas du tout. C'est presque comme regarder un film, vraiment la façon dont c'est décrit, c'est très cinématographique, c'est très visuel. On a vraiment longtemps, j'avais des scènes, des images qui me restaient en tête, là quand j'en parle, j'en ai qui me reviennent en mémoire, alors que ça remonte à 6 mois maintenant, plus ou moins. J'ai adoré découvrir aussi la culture tatare. Alors ça reste un aperçu, hein, c'est pas une enquête ethnographique et puis elle est assez vite déportée de son village, mais c'est un peuple que je ne connaissais pas du tout, c'est un peuple musulman qui a aussi des traditions non musulmanes qui lui sont propres. Et voilà, c'était très intéressant. Aussi la déportation, j'avais déjà lu sur la déportation, sur le goulag, mais là c'est un peu différent parce qu'en fait quand ils arrivent à l'endroit où on choisit de les déporter, c'est en Sibérie, c'est en plein dans la taïga, la forêt, et il n'y a rien. Il n'y a pas de mirador, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de barbelés, il n'y a rien du tout. Et en fait, s'ils ne peuvent pas s'enfuir, c'est tout simplement parce qu'ils sont à des centaines de kilomètres de tout. Ils vont devoir tout construire parce que voilà, ils ne peuvent pas s'enfuir. Donc c'était très intéressant. Je m'arrête là parce que j'en ai déjà parlé et qu'après je me laisse emporter et je parle pendant des heures. Mais vraiment et ce personnage, il est vraiment hyper attachant puisque Zuleira, c'est une femme qui est donc qui n'est pas dans la rébellion, qui n'a pas un caractère très fort, qui n'est pas très affirmé, et qui va devoir se retrouver à survivre à des choses assez extrêmes, et dont le caractère va du coup se développer au fur et à mesure, mais d'une façon qui reste crédible, c'est-à-dire que ça va pas devenir une héroïne super courageuse et combattante du jour au lendemain, mais on voit vraiment son caractère s'affirmer au fur et à mesure qu'en fait elle doit tout simplement se prendre en charge pour survivre, et qu'elle va rencontrer de nouvelles personnes qui accordent plus de valeur à sa vie et à ses pensées que pouvait le faire son époux et sa belle-mère, pour qui elle n'était qu'une domestique en réalité. Excellent, je lirai d'autres livres de cette autrice, il y en a 2 autres qui sont sortis en France, dont un en poche. Donc je vais essayer de mettre la main dessus pour pouvoir la lire une nouvelle fois cette année. Le livre que j'ai oublié, c'est Christie L'Inventateur de Sigrid Undset. Je l'ai oublié parce que je ne l'ai pas avec moi. Je l'avais emprunté en bibliothèque. J'ai déménagé, il n'est pas dans la bibliothèque de la ville où je suis actuellement. C'est une énorme brique parce que ça rassemble 3 livres en fait. De Sigrid Undset, j'avais déjà lu et adoré et relu et re-adoré Vigdis la Farouche, qui donc se passe au Moyen-Âge et raconte le destin d'une femme, Vigdis. C'est un livre qui était très court, avec beaucoup de choses à l'intérieur, et vraiment que j'avais tellement aimé. C'est pas le moment d'en parler, sinon j'ai pas fini. Mais ensuite j'avais lu un autre livre de Sigrid Undset qui s'appelle Jenny, et qu'elle a écrit, qui se passait à son époque. Et là j'ai pas trop aimé. Vraiment pas. Pas que ce soit un mauvais livre, mais pas du tout mon truc. Et j'avais donc envie de relire un de ces livres qui se passait à l'époque médiévale, en sachant que ce serait forcément différent parce que cette fois c'est un récit très long, contrairement à Vigdis, mais qui raconte encore une fois le destin d'une femme. Donc Vigdis se passait au début de la christianisation de la Scandinavie. Là on est plutôt vers la fin du Moyen-Âge, donc c'est bien catholique, il n'y a pas de problème. Et c'est le destin de l'enfance jusqu'à la mort de Christine, qui est la fille d'un noble mineur. On va parler de religion, on va parler de relations amoureuses, on va parler de maternité, on va parler surtout de relations
plus que d'événements historiques, donc la relation avec ses parents, la relation avec son conjoint, la relation avec ses enfants. Et tout est tellement juste, tout est tellement bien écrit. Sigrid Undset, elle a le talent pour les scènes qui peuvent basculer au tragique en un instant, alors que c'est de la vie quotidienne. Elle a du talent pour décrire les personnages, pour décrire ce que c'est que d'être une femme, et même aussi d'être un homme dans une société où les rôles des femmes et des hommes sont quand même assez strictement encadrés. Voilà, leur rôle, leur valeur, leur place dans la vie, dans la religion. C'était excellent. Je suis absolument dégoûtée d'avoir perdu des vidéos que j'avais filmées alors que je lisais. J'avais fait une à la fin du premier tome, une à la fin du deuxième tome, une à la fin du troisième tome. Du coup, je rentrais plus en détail, je vais faire toute une vidéo. J'avais enregistré des extraits et j'ai perdu au déménagement la moitié de ce que j'ai lu. Voilà, donc je ne peux pas vous faire cette vidéo. Je suis donc assez frustrée. J'ai l'impression là de ne pas du tout rendre justice à toute la richesse de cette trilogie. Voilà, je vous encourage vivement à tenter d'abord Vic 10 qui est beaucoup plus court, et si cela vous plaît, à continuer avec Christine Laurence-Datter. Par contre, ne faites pas comme moi et n'enchaînez pas les 3 livres d'un coup. Moi, je devais le rendre avant de déménager, donc j'ai dû le lire assez rapidement. C'est pas l'idéal pour l'apprécier. Et je le relirai un jour, mais je pense plus lentement, en prenant plus mon temps pour vraiment savourer cette écriture du détail et qui nous laisse deviner beaucoup de choses. Voilà, vraiment, elle ne nous dit pas tout, elle nous fait comprendre par des petits détails dans des scènes qui sont vraiment... c'est incroyable. J'adore cette écriture, je la trouve excellente. Je trouve que c'est vraiment le juste milieu entre la description et le sous-entendu, et nous dire ce que pensent les personnages, ne pas nous le dire et nous laisser essayer de comprendre par nous-mêmes les actions de ces personnages qui ne sont pas toujours... voilà, elle va pas toujours nous faire un portrait psychologique et pourquoi ils se retrouvent à agir ainsi. C'est très bon, c'est très très bon. Je m'arrête là. Je n'arrive pas à m'arrêter quand je parle de livres, c'est terrible. Et on passe au dernier livre de fantasy de cette sélection. Je n'ai pas compté combien il y en avait, mais il y en a pas mal. C'est mon genre préféré, c'est mon chouchou, forcément. Alors, c'est pas ce livre-là. Je ne l'ai plus. Enfin, je ne l'ai plus, c'est ma mère qui l'a. Et le livre dont je vais vous parler, ce n'est pas cette série que j'ai lue l'année dernière. C'est un nouveau tome qui est sorti cette année, qui s'appelle Les Embrasés, et qui se passe dans le même univers de fantasy, mais qui raconte une histoire différente. En fait, il y a 3 histoires, techniquement. 3 nouvelles, 2 nouvelles, une novella. La première est quand même vraiment rattachée à la série, et donc je conseillerais plutôt de lire la série avant de lire cette nouvelle. Les 2 autres sont indépendantes et ont un personnage récurrent. La deuxième nouvelle du coup, mais la première nouvelle, ce diptyque, se passe donc plutôt à la campagne, et il y a un astre néfaste qui va apparaître et qui va avoir une influence pernicieuse sur le voisin de nos personnages principaux, qui va peu à peu être transformé. C'est une histoire qui reprend des contes de fées, notamment le personnage de l'ogre, qui va reprendre aussi un peu le mythe de Cronos, qui dévore ses enfants. C'est très sombre, c'est très merveilleux aussi, tout en parlant de choses vraiment, d'enjeux vraiment qui existent dans notre monde, quoi. Donc il y a le merveilleux, mais il y a aussi c'est ma fantaisie préférée de toute façon, c'est ça, c'est la fantaisie qui a un merveilleux qui peut être très beau, très horrifique, et qui a à la fois un pied ancré dans la réalité et qui parle d'enjeux, de choses de notre monde, de notre vie. Le deuxième tome
le deuxième nouvelle se passe dans une cité qui a été inondée. Voilà, le fleuve a monté et a inondé la cité. J'avais vraiment des images de certains films de Miyazaki en tête. Il aime bien ça, les villes inondées, avec les gens qui se déplacent en bateau, etc. C'était vraiment ce genre de paysage, ça j'aimais beaucoup. Et en fait, il y a une espèce de couvent, une communauté de religieuses qui va se retrouver hantée par une chose, on ne sait pas trop, fantôme, esprit, on ne sait pas, va faire appel à un magicien qui arrive et en fait se rend compte que cette apparition qui les hante est liée avec le passé de ce couvent. Je vais dire couvent parce que je ne sais plus exactement quel était le terme employé. Et en fait, avec le dispute entre cet ordre religieux et un autre ordre religieux féminin installé dans la ville qui, malgré les bonnes valeurs prêchées par les femmes qui font partie de ces institutions, n'ont pas arrêté de se tirer dans les pattes et de se faire des sales coups, à découvrir petit à petit des secrets cachés, des choses qui ont été enterrées. C'est aussi excellent. J'adore l'écriture de Stéphane Plateau qui est très riche, très détaillée. Il a vraiment un don pour écrire le merveilleux, qui est peut-être ce que j'aime le plus en fantasy, mais aussi pour décrire des personnages qui sont très réalistes, très crédibles, les relations entre les personnages. Tout est bon. De toute façon, je n'ai aucune critique à faire. J'ai adoré. Encore une fois, je recommande plutôt aux personnes qui aiment la fantasy, même si j'ai réussi à le faire lire à ma mère qui n'est pas une grande amatrice de fantasy et qui a adoré, comme pour le cycle de Sif, qui est d'ailleurs en train de lire actuellement. Je suis très fière de moi. C'était pas gagné de réussir à la convaincre de lire non pas juste des romans, mais des séries qui sont quand même assez importantes. J'ai réussi, elle aime beaucoup, je suis très contente. On arrive enfin aux 2 derniers livres. Oui, en thème, c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est un pays qui m'attire tout particulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Et j'avais lu précédemment des livres qui notamment ont été écrits et qui se passaient en Afghanistan, mais pas par des auteurs et des autrices afghanes. Et cette année, j'ai décidé donc d'essayer de trouver des auteurs et d'autrices afghanes. C'était pas facile et j'avais prévu donc de lire et de faire une vidéo. J'ai dû mettre un peu en pause parce que tout simplement l'Afghanistan est un pays qui a énormément souffert d'invasions étrangères, de guerres civiles, pauvreté, extrémisme, bref, la liste est un peu sans fin, c'est vraiment terrible. Et donc forcément, c'est des lectures qui sont difficiles. Quand des Afghanes parlent de l'Afghanistan, c'est dur émotionnellement. Et donc j'avais dû arrêter des lectures, les reprendre plus tard. Là, j'ai de nouveau une lecture en pause. Mais avant d'entamer ces lectures, j'ai voulu relire des livres qui m'avaient marqué sur l'Afghanistan. Voilà, des livres qui m'avaient marqué et que j'avais aimé, et je voulais donc savoir si je les aimerais de nouveau aujourd'hui. Et donc il y en a 2, là particulièrement, il y en a 2, dont le premier que j'avais lu il y a très longtemps et je ne savais pas du tout si je l'aimerais de nouveau, c'est Les Cavaliers de Joseph Kessel. Comme il est sur cette liste, bon, voilà, vous savez comment ça se finit, j'ai adoré. Vraiment, c'est peut-être un de mes livres préférés. J'adore son écriture, sa façon de décrire, que ce soit les personnages, les paysages, vraiment les paysages de l'Afghanistan, c'est incroyable, mais aussi les actions, parce que c'est un livre qui est très épique. Vraiment dans le sens d'un héros qui va affronter des épreuves les unes après les autres, il y a un grand voyage, et il faudrait peut-être que je vous donne le résumé. Donc Kessel, il est allé en Afghanistan et il a assisté à des bouskashi, qui sont donc c'est un jeu qui est un sport qui est pratiqué en Afghanistan, et en dehors, il y a d'autres pays aussi où c'est pratiqué.
Des cavaliers se disputent le cadavre d'un bouc, d'un bélier, je ne sais plus exactement. Voilà, donc c'est extrêmement brutal, je pense que ce résumé déjà ça vous donne un peu l'ambiance. Ils doivent par tous les moyens s'arracher cette dépouille et la mettre dans un espèce de but tracé au sol. Voilà, très très brutal, vraiment. C'est pareil qu'aussi un autre sport qui était très apprécié par les hexagones à l'époque, parce que ça, du coup, Kessel y allait dans les années 60, et donc je pense, même si c'est pas précisé, que le livre se passe à cette époque. Donc une autre chose qui est très appréciée, c'est les combats d'animaux. Vraiment tout, de la caille au chameau. Hein, voilà, donc c'est assez brutal, c'est assez violent, et ça c'est pareil, Kessel arrive parfaitement à nous décrire cela. Et donc l'intrigue tourne autour de 2 personnages, même 3 on peut dire, Toursen, Ourose et un cheval de Bouskashi. Toursen est un ancien Chopendoz, donc un de ses cavaliers, extrêmement réputé, une réputation voilà, assez incroyable, il gagnait tous les matchs. Et là, il est devenu trop vieux et il tient une écurie, donc de ces chevaux assez exceptionnels qui sont élevés exprès pour ce jeu. Et il a réussi à élever le meilleur cheval, le cheval ultime, Géol, ça veut dire cheval fou, donc c'est un peu le 3e personnage de ce récit, qui va donc confier à son fils pour participer au premier Bouskashi royal. Le roi va organiser un Bouskashi à Kaboul. C'est événement exceptionnel. Toursen veut absolument que son cheval y participe et il dit à son fils, Ourose, le cheval gagne, il est à toi. Ourose va participer, je ne vous dis pas s'il gagne ou s'il perd, et ensuite il y a donc toute la traversée du retour de l'Afghanistan, puisque l'Afghanistan est traversé par une gigantesque chaîne de montagnes qui s'appelle l'Hindou-Kush, et voilà, donc il va devoir le traverser intégralement à cheval, et affronter une épreuve après l'autre. Donc, j'adore l'écriture, l'histoire est passionnante, je pense qu'en plus le fait que voilà, j'aime partir dans l'Afghanistan ajoute un plus. Mais, il y a un gros mais, qui fait que c'est extrêmement frustrant parce que ce livre aurait été absolument parfait sans ça. Alors déjà pour un peu le contexte, je sais pas à quel point Kessel sait de quoi il parle, mais en tout cas il décrit une société qui est extraordinairement misogyne, donc avec des hommes qui sont extraordinairement misogynes, et en plus les personnages principaux, Toursen et Ourose, sont quand même des hommes assez horribles. Ourose est vraiment, qu'on suit tout du long, est vraiment un salaud. Il est orgueilleux à un point qui est vraiment inimaginable, et pourtant Kessel arrive à totalement nous mettre du côté de ce personnage, donc être avec lui quand il traverse ses épreuves et le voir triompher. Et puis régulièrement on est rappelé qu'en fait c'est un homme atroce et qu'on ne devrait pas vouloir le voir triompher, qu'on devrait peut-être plutôt vouloir voir triompher d'autres personnages qui finalement sont bien meilleurs que lui et qui l'affrontent. Juste le voir mourir, enfin bon, c'est un peu dur, mais franchement c'est vraiment un homme ignoble. Et c'est un peu voilà, il est très misogyne entre autres choses évidemment. Et c'était au début quand je lisais, c'était un peu dur à dire si finalement Kessel nous piégeait en nous faisant tenir du côté de ce personnage, ou si lui-même en fait ne voyait pas le problème avec ce personnage. Et voilà, et si la misogynie qui était décrite, c'est juste la misogynie de cette culture, de ces personnages. Alors Toursen et Ourose sont des Ouzbeks. Voilà, puisqu'il y a plusieurs peuples en Afghanistan, eux particulièrement ils sont Ouzbeks. Voilà, donc est-ce qu'il juste il décrit la misogynie ou est-ce que finalement il la partage? Et j'ai eu plus ou moins une réponse, donc je vous mettrai un temps, enfin voilà, je vous mettrai pour pouvoir sauter pour pas que je vous spoil, mais il y a une scène. Il y a une scène qui vraiment m'a donné envie de jeter le livre à travers la pièce et qui a été du coup extrêmement pénible et difficile pour moi à lire puisqu'il y a un viol.
qui est décrit comme un viol. Hein. Le personnage a tout un fantasme sur le fait d'enlever et de forcer des filles pures, voilà, de les souiller, donc, tout un fantasme sur ça. Donc là, très volontairement, il va utiliser de la violence pour forcer cette femme. Donc vraiment, il n'y a aucun doute, c'est pas moi qui qualifie cette scène de viol, c'est que c'est vraiment décrit comme tel, même le personnage qui commet ce viol le décrit comme tel. Et la jeune femme, elle aime ça. Voilà, et plus il est violent et plus il est brutal avec elle, et plus elle aime ça. Et si ça ne suffisait pas, une fois qu'il a fini, elle en ressort toute contente en se disant « Oh là là, j'espère que je vais être enceinte d'un fils de cet homme viril !» Donc, on est totalement sur la culture du viol. C'est vraiment, je ne sais pas quel niveau de misogynie il faut avoir pour penser que les femmes adorent être violées, en tout cas certaines femmes adorent être violées. Mais surtout, et c'est vraiment ça qui m'a le plus... c'est que c'est pas crédible. On est dans une société qui est décrite très explicitement comme n'étant pas très favorable aux femmes, et où les femmes sont censées n'avoir de rapport qu'avec leur mari, qu'elles n'ont même pas le droit de choisir. Et voilà, une femme qui est seule, non mariée et enceinte, donc mère célibataire, c'est vraiment très très mal vu. Et c'est vraiment une situation qui est très difficile à vivre pour une femme. Donc ce n'est absolument pas crédible qu'elle en ressorte en se disant « j'espère que je suis enceinte ». Voilà, donc il me semble quand même qu'on peut en conclure que oui, Kessel est misogyne. Par contre, je trouve qu'il décrit très bien les hommes et un peu comment ils sont affectés par un peu ces attentes qu'on a, que la société a envers eux en tant qu'hommes. On voit très bien comment ça entrave leur relation avec les autres, là en l'occurrence cette relation père-fils. Donc voilà, sur ça je trouve qu'il écrit très bien les personnages masculins, donc je relirai Kessel, parce que j'aime son écriture. Par contre, je lirai certainement des livres principalement centrés autour de personnages masculins et pas ceux centrés autour de personnages féminins. Je pense par exemple à Belle de jour, qui est l'histoire d'une femme mariée qui, sans raison particulière, en tout cas de ce que j'ai lu du résumé, décide de se prostituer dans la journée, voilà, comme ça. Voilà. Je du coup ne fais pas du tout confiance à Kessel pour traiter ce sujet de la prostitution. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère quand même vous avoir donné envie de lire ce livre. Je passe au dernier qui est Pour tout. Donc Pour tout primo et Pour tout secondo. Donc qui, vous pouvez le voir avec la collection, est un livre noir. C'est une suite, alors qui est plus ou moins indépendante, mais où il y a des personnages récurrents, donc je vous conseille plutôt de lire dans l'ordre, qui a Citoyen clandestin, Le serpent à mille coupures et la duologie Pour tout. Citoyen clandestin, tourne autour d'un projet d'attentat terroriste islamiste. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que ce groupe a réussi à récupérer des armes chimiques en Irak. Il veut faire un attentat sur le sol français. Or, ces armes chimiques ont été données par la France à l'Irak. Et donc, un certain nombre de responsables politiques et d'hommes des services secrets haut placés veulent absolument empêcher cet attentat. Et sans que cela se sache, non pas pour sauver des vies, ce dont ils se contrefichent, mais pour cacher le fait qu'ils ont donné des armes chimiques à Saddam Hussein, qui, je rappelle, s'en est servi contre des populations civiles, notamment les Kurdes, et en plus qu'ils l'ont perdu, voilà, que leur stock est tombé entre les mains de groupes islamistes. Donc voilà, ce serait vraiment les sales petits secrets de la France révélés, et en plus un gros échec français. Il y a vraiment un truc on découvre l'envers du décor dans ces livres, voilà, c'est pareil dans Pour tout. Donc des services secrets, de l'armée, aussi du journalisme, parce qu'il y a un des personnages est une jeune femme qui entre dans la profession de journaliste et qui va un peu découvrir l'envers du décor de cette profession. On a aussi un officier militaire qui est dans une opération d'infiltration dans des groupes terroristes. Il est lui-même fils de harki. Et il y a un troisième personnage dans Citoyen clandestin
Un homme qui a été entraîné par l'armée française pour faire des opérations secrètes, par exemple en Afrique, hein, comme on a pu le faire. Donc un espèce de mercenaire, mais qui en fait sert la France. À travers une compagnie privée. Donc on a aussi tout ce truc des compagnies militaires d'information privée. Voilà. Le premier tome, donc c'est un clandestin, l'écriture est je trouve quand même en dessous de Pour tout, ça a été écrit plusieurs années avant, je trouve que l'écriture est meilleure dans Pour tout. Je passe directement donc à cette duologie, j'ai tout relu, mais c'est vraiment cette duologie que j'aime tout particulièrement. Et là, ça se passe en grande partie en Afghanistan. On a l'introduction d'un nouveau personnage qui est un Khan, un chef traditionnel Pashtun, dont deux des enfants vont mourir lors d'un bombardement par drone qui est dirigé par une société militaire privée, comme ce qui a beaucoup été envoyé en Afghanistan, entre autres. Et il aime ses enfants. Et il veut se venger comme le prescrit le Pashtunwali, le code d'honneur Pashtun. On va parler aussi du trafic de drogue en Afghanistan, on va parler donc de ces compagnies privées, on continue encore sur la thématique du journalisme. Il y a beaucoup de trames avec des personnages différents qui vont se rejoindre, se croiser. L'écriture est très efficace, donc pas particulièrement jolie stylistiquement parlant, mais qui fait très bien le travail. Voilà. Bon, je pense pas qu'on lise ce livre pour le style. Moi c'est pas le cas, mais vraiment le style parvient, c'est un style très sec, très direct. Il y a du suspense, c'est assez haletant, il y a beaucoup d'action. C'est très réaliste aussi, c'est très cynique. Le Doha, donc c'est un pseudo, manifestement, c'est très bien de quoi il parle, je sais que c'est un ancien militaire. Donc on a vraiment toutes les magouilles politiques avec le crime organisé aussi, c'est assez cynique, assez déprimant. Et très réaliste, très crédible. Donc c'est très violent aussi, je pense que je préfère prévenir, enfin ça se passe en Afghanistan, donc je pense que c'est relativement prévisible, mais assez violent, et notamment une partie de la violence est faite aussi par des personnages qu'on suit. Donc c'est un peu comme dans Les Cavaliers, il y a un peu cette difficulté qu'on va s'attacher à certains personnages et ensuite ils vont commettre des actes moralement fortement répréhensibles. Voilà, donc c'est moralement assez ambigu, assez compliqué, c'est très noir, c'est du roman noir. Et moi j'adore ce livre, je ne saurais pas forcément vous expliquer pourquoi. C'est pas du tout mon style de lecture habituel, mais j'accroche totalement l'intrigue, les personnages, je trouve que c'est extrêmement bien construit narrativement. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture, enfin même si bon des fois le plaisir, le terme n'est pas le bon vu ce qui est décrit en termes de violence quand même. C'est très cru, ça aussi je préfère le dire, c'est vraiment très cru, très frontal, donc c'est pas, les violences ne sont pas sous-entendues, hein, sont décrites. Voilà, je pense que même si ce n'est pas votre type de lecture habituelle comme moi, ça pourrait quand même vous plaire. Essayez avec Soyez un clandestin, peut-être que ça vous intéressera. Et c'est comme ça que s'achève mon bilan de mes meilleures lectures 2023. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera dans pas trop longtemps avec mes meilleures lectures 2022 et peut-être d'autres vidéos. Sur ce, n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez lu de cette sélection, est-ce qu'il y en a que vous avez aimé, est-ce qu'il y en a qui vous intéressent, peut-être quelles sont vos meilleures lectures de cette année, et passez une très bonne journée.